Quand vous regardez ce reportage, vous pensez quoi de vous? Là, c'est bizarre de se voir. Je suis content de ce qu'on fait. Vous êtes speed, hein? Ouais, je suis un peu speed, mais je suis content parce que c'est pas toujours facile dans la vie, dans ce métier, tout ça. Vous parlez d'ailleurs de choses négatives. Le grand objectif dans tout ça, c'est de transformer les choses négatives en positives. C'est un taf, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'énergie. Mais quelles choses négatives, par exemple? Plein de choses qui peuvent arriver dans la vie à titre personnel, mais j'ai du mal avec tout ce qui est entre l'amour et la haine. Il y a que la haine me donne beaucoup d'énergie, enfin beaucoup de force pour essayer de me battre. Mais vous ressentez de la haine? Oui, vis-à-vis de vous? Ah oui. Oui, par de certaines personnes, mais ça me donne beaucoup de force. J'ai souvent pensé que j'avais gagné Top Chef parce que j'avais envie de prouver des choses. Au même titre que maintenant, on va dire depuis un peu plus d'un an, j'ai envie de prouver des choses à certaines personnes et donc ça me donne énormément plus d'énergie que quasiment tout le reste. C'est un peu triste d'ailleurs. Vous dites prendre ma revanche. J'ai toujours aimé la revanche, voire vengeance. C'est un sentiment qui peut être mitigé, qui peut être mal vu en France. Après, c'est un sentiment. J'ai toujours aimé ces films-là, les films de revanche, les films de. Mais c'est comme ça. L'amour me donne beaucoup d'énergie et beaucoup de force, d'accord. Mais surtout la haine me donne quelque chose d'autre. Voilà. Votre grand-mère, elle dit quand même que vos recettes sont compliquées. Les siennes aussi, hein. Mais on aime bien la taquiner en disant qu'elle a baissé sur certaines recettes. Ça la remet stimule, dedans. Ouais. elle aussi. Oui. Parmi les 50 Français les plus influents dans le monde, vous êtes classé, ça vient de sortir, le 46e dans le classement de Vanity Fair. C'est une reconnaissance quand même. Ça vous fait plaisir? Oui, ça me fait rire. Oh, rire et plaisir. Oui, ça me fait plaisir. Non, mais alors là, il n'y a pas de fausse modestie du tout. Évidemment que ça me fait plaisir. C'est quand j'ai pris j'ai dû voir ça dans mon bain sur mon téléphone et quand j'ai défilé, je voyais d'être dans la même page que Zinedine Zidane ou Thomas Pesquet qui était en train de faire ses selfies là-haut. Enfin, je sais pas, il y avait quelque chose de. Je sais pas, je suis content qu'il y ait. En fait, il y a que 3 cuisiniers dans ce classement. Il y a 3 chefs cuisiniers. Il y a Alain Ducasse, Anne-Sophie Pic et moi. Et en fait. Ça, c'est le truc qui me fait un petit truc. Ouais. Voilà. Est-ce que vous êtes flippé, Jean Hebert, quand vous cuisinez pour vos pairs, pour d'autres chefs? Oui. C'est pire que pour une célébrité. Je me souviens d'un dîner avec Michel Bras, Olivier Rollinger. Je me souviens d'un autre à laquelle je joue avec Christian Lesquer et Éric Fréchon de Bristol. Bon, c'est des noms qui vont peut-être pas parler à tout le monde, mais c'est que des chefs 3 étoiles que je viens de citer. Et oui, parce qu'on ne peut pas leur faire. C'est comme, genre eux, je fais souvent le parallèle avec le cinéma à la cuisine, genre les fonds verts, les machins comme ça au cinéma. Eux il n'y a pas de trucage. Ouais. Non mais eux, oui. Et ils ont tous les petits... Enfin, c'est ça ce métier est un peu... Quand on va au restaurant, nous, on connaît tout l'envers du décor de chaque chose. Et parfois, j'aimerais ne plus être chef, et aller dans un restaurant et juste prendre mon esprit de chef, le mettre à côté et juste manger normalement. Ou aller même chez mes parents ou chez un pote, genre, allez, je suis plus un chef, boum. Le problème, c'est que je peux pas, je connais trop tout par cœur, quoi. Et voilà, c'est ça qui me stresse chez les chefs. Alors, ce livre utile, plus de 100 recettes éco-responsables chez Flammarion, qu'est-ce que vous voulez dire avec ce... Parce qu'il y a des livres de cuisine, surtout en fin d'année, il y en a énormément. Qu'est-ce qu'il a de différent des autres? J'ai envie que ce soit engagé. C'est un engagement, un peu un cri. C'est-à-dire l'industrie, tout ça nous a fait croire que d'un seul coup, on allait avoir toute l'année. Donc le premier cheval de bataille de ce livre, c'est la saison. C'est-à-dire maintenant, on arrête les bêtises. Parce que la saison amène tout. Le local, donc on arrête les circuits longs et compagnie. Ouais. Ça amène aussi la santé, parce que qui dit de saison dit varier. Le premier truc pour un bon remède anti-cancer que m'a dit le professeur Kayat ou d'autres, c'est de manger hyper varié. Donc manger varié, c'est manger de saison. Après, il y a plein d'autres choses, des recettes anti-gaspi, des astuces, où trouver les produits, comment, voilà. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du bio? Le bio, c'est bien, mais il y a pas mal de détracteurs maintenant sur le bio. Je pense disant que c'est pas du vrai bio. Déjà, le problème est venu qu'en fonction des pays, le bio n'est pas le même. C'est-à-dire que si on avait fait une réglementation ne serait-ce qu'européenne, mais ce que j'aime bien, c'est, là je reviens des États-Unis ce matin même, là-bas par exemple, partout dans toutes les cartes, il y a marqué Organic Egg, Organic Egg, mais c'est pas du tout pareil que le bio en France, qui est beaucoup plus poussé dans la charte. Donc déjà, il y a ça. Moi, je pense que le bio, en tout cas j'espère, le bio va devenir le parent pauvre de ce qui va exister dans les années à venir. Mais le bio, c'est que 2,5% en France. Hein, c'est très peu. Et c'est 1% dans le monde. Et par exemple, en Asie ou en Afrique, ça n'existe pas. C'est 0,01%, je crois, en Afrique. Il va vraiment falloir... Il y a beaucoup de chemin à faire. Oui, je pense que j'ai lu un truc récemment, là, comme quoi on allait prendre 50 ans à passer la planète intégralement en bio.
Bon, là, on a encore des mauvaises nouvelles avec le glyphosate qui repart pour 5 ans. J'ai vu ce matin Emmanuel Macron sur Instagram qui a mis que lui, il allait imposer 3 ans. J'ai eu la chance de pouvoir en parler avec Nicolas Hulot, tout ça, récemment en me restaurant avec le ministre de l'Agriculture, tout ça. Moi, c'est des vrais engagements. C'est pas juste pour faire semblant. L'alimentation, c'est tout le monde. C'est pas juste 3-4 grands chefs qui vont à l'Élysée et compagnie. Non, c'est vraiment c'est tout le monde. C'est ça que j'ai envie de dire. Moi, j'ai mon petit potager bio, donc je m'en moque un peu. J'ai envie que les gens soient égoïstes avec l'alimentation. Les gens doivent penser à eux. Parce qu'ils ne vont pas penser à tout le monde, mais pensez à vous. Ce que vous mangez, vous le mettez à l'intérieur de vous. Il faut penser à vous, vraiment. Qu'est-ce qu'on fait du gaspillage alimentaire? C'est incroyable. C'est 25% à peu près, enfin entre 20 et 30, on va dire, en fonction des pays, est jeté. Donc 10 millions de tonnes d'aliments. Le problème, c'est que déjà, les gens ont l'impression que ce n'est pas eux. Les gens pensent que c'est la grande distrib. La grande distrib, je crois que c'est 15% du gaspillage. Les gens chez eux, je crois que c'est 40%. Je ne vais pas dire de mauvais chiffres, mais c'est à peu près ça. C'est les gens chez eux qui jettent. Moi, je pense qu'il faut remettre les gens en cuisine. C'est ce que je dis toujours, si on s'achète une lasagne pour 4, on en mange un bout, on remet au frigo, c'est facile à jeter. Le jour où on va acheter un chou-fleur, qu'on va avoir cuisiné, on s'est fait une soupe, là, on n'a pas envie de le jeter, quoi. Parce qu'on s'est investi davantage. Évidemment. Le gaspillage, il faut trouver du temps pour ça. Le gaspillage, c'est un peu le truc, c'est quand, il y a 15 ans, on entendait il faut couper son robinet, qu'on se brosse les dents. Les gens, ils ont assimilé ça, d'accord. Le gaspillage, c'est ça. Maintenant, on arrête les conneries, pardon de la grossièreté. Qu'est-ce que vous faites, vous, Jean Imbert, dans vos restaurants contre le gaspillage? Parce que, par exemple, les restes des clients, qu'est-ce que vous en faites? Il n'y a rien à faire. C'est malheureux ce que je dis. Ça, on les jette. Il n'y a rien à faire avec le reste des clients. Je ne vois pas de solution. Non, nous au titre d'un restaurant, nous, on a les outils adaptés pour pouvoir, par exemple, je donne un exemple, les arêtes de poisson, on peut faire un bouillon, les épluchures, on les met dans un jus de viande. Enfin, on a des choses comme ça. Mais j'aime pas que le gaspillage devienne un gadget. Je trouve trop d'émissions ont été faites sur on épluche une pomme de terre, on va manger que les épluchures de pommes de terre, ça va nous faire un repas de fou. Les gens, ils sont pas dupes. Faut arrêter. Le vrai gaspillage, pour moi, c'est trop acheter. C'est trop acheter. Quand on achète la surconsommation. Exactement. Moi, je ne suis pas du tout contre la grande distribution. Je travaille avec eux et je suis fier de travailler avec eux parce qu'on veut vraiment changer les choses de l'intérieur. On a des vrais engagements que je pourrais développer facilement. Mais par contre, il faut arrêter de blinder son frigo, de se dire on verra, ceci, cela. Achetons des produits frais, cuisinons-les. Vous allez voir que le gaspillage va suivre tranquillement. Regardez ces images, c'est épouvantable. Ce sont des océans de déchets. Ça se passe au large du Honduras et dans la mer des Caraïbes. On a vu ça là, ces derniers jours aux 20h notamment de France 2. Ça fait peur. J'en ai parlé avec Mike Horn récemment là, sur un plateau qui m'expliquait en coulisses qu'il avait vu justement son terrain de jeu. Il dit l'océan et tout ça se dégrader. Oui, on peut lire tous les... Moi, j'ai lu beaucoup de livres là-dessus, de Pierre Rabhi, de tout ça, ou de certains de ses confrères. La planète, l'écologie, le problème, c'est que c'est comme l'alimentation. On a du mal à se projeter. On ne prend pas de hauteur sur le sujet. Les gens sont terre à terre. Je rentre à 19h, comment je fais mes courses, qu'est-ce qu'on fait, mes enfants, tout ça. Les gens, ils ne prennent pas de hauteur. Dans l'alimentation, pour faire mon sujet, il faut voir beaucoup plus large que ça. Il faut penser, on est ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on va léguer. Moi, je pense même que le goût est en train de disparaître, beaucoup plus large. C'est même le sujet du film que je vais faire. Je pense vraiment que... Vous êtes en préparation d'un documentaire, oui. Sur le bien manger bien manger sur le goût dans le monde. En fait, le goût est en train de se standardiser. Moi, la seule émission, vous montrez tout à l'heure les émissions de télé, la seule que j'ai ratée, c'est qu'on a voulu faire goûter à des enfants cette sauce tomate dont je tairai le nom, que vous voyez bien. En fait, on a concentré. Exactement. Et on a voulu la refaire maison. Et les enfants, ils nous ont dit non, ça, c'est pas de la vraie sauce tomate. Et il est là. Et j'ai pris un déclic, c'était il y a 4-5 ans. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Pour les enfants, la sauce tomate, c'est cette sauce-là. Il y a un problème. Il y a Marion Cotillard, d'ailleurs, qui a une petite astuce. Elle défend beaucoup la planète. Il y a une petite astuce sur la mayonnaise. Oui. Elle dit qu'il faut utiliser le jaune ainsi que le blanc. C'est ça? Oui, c'est pour la faire plus allégée. On a fait un concours chez elle. Elle croyait qu'elle allait me battre en rapidité pour la mayonnaise, mais j'ai quand même gagné, je suis content. C'est quelqu'un de très engagé. C'est elle qui m'a fait rencontrer Pierre Rabhi, c'est elle qui m'a fait rencontrer Nicolas Hulot. On a fait pas mal de rencontres écologiques, entre guillemets, secrètes. On se retrouvait dans Paris avec des gens influents de différents milieux, le cinéma, les journalistes, tout ça. On en a fait une récemment à la Bourboule avec Ferme d'Avenir. Marion, on a fait tous les trois une conférence où on a invité beaucoup de journalistes. C'est pas faux. Elle est vraiment engagée. Voilà. Robert De Niro, comment vous l'avez rencontré? À la Cajou, grâce à JR, l'artiste. Il a débarqué à minuit
La première fois que j'ai rencontré, là, j'ai vraiment tremblé, oui. Ça, c'est sur le tournage du film avec Anna Thaoué, où j'étais venu cuisiner aussi. J'ai eu la chance de cuisiner aussi pour lui sur Ellis Island, dans un endroit où on était sous la neige ce jour-là. Et j'étais le premier cuisinier à cuisiner sur Ellis Island depuis la Seconde Guerre mondiale. J'étais juste à côté de la morgue, je m'en souviendrai toute ma vie. J'en ai encore presque des frissons. Émouvant. Ouais. En fait, la famille de Nero est arrivée par Ellis Island. Donc, c'est des moments... C'est difficile à les expliquer en 1 minute comme ça. Et les gens pensent que d'un seul coup, c'est cuisiner des stars et compagnie. Ils ne se rendent pas compte que c'est plus des moments de vie prenants par sa globalité de l'histoire. Pas juste pour une photo Instagram avec De Niro dans la neige. Pour moi, je sais pas, c'est des choses qui me prennent vachement fort. L'alimentation, la cuisine, j'ai toujours pensé que c'était je le ressens très sensible. C'est très sensible à l'intérieur de moi, que ce soit pour une personnalité ou pour un anonyme. Mais récemment, vous êtes allé aussi chez Johnny Hallyday et Laetitia aussi. Vous lui avez apporté un dessert. Je veux rien commenter par rapport à eux, juste plus grand soutien. Moi, tout ce que je peux faire pour leur faire plaisir. Vous avez livré un Paris-Brest. Oui, j'ai fait pas mal de repas ces derniers temps, des pot-au-feu, des blanquettes. C'est des gens qui m'ont fait confiance et que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, je les aime beaucoup. Alors, vous avez aussi un rêve, une envie, parce que comme vous connaissez beaucoup de monde, il y en a un que vous ne connaissez pas, c'est Michael Jordan. Ouais, j'étais fan de lui quand j'étais petit. C'est bizarre le mot fan, mais c'est comme ça. Il m'a fait lever en fait de 93 à 96 et de 91 à 93 et de 96 à 98. Entre deux, il a fait une petite retraite. Il m'a fait lever quasiment une nuit toutes les 3-4 au milieu de la nuit pour regarder ses matchs. Mais c'était pas, oui, j'adorais le basket, mais c'était plus la conviction qu'il avait dans ce qu'il mettait. On voudrait que vous nous prouviez que vous aimez le basket. Allez, on y va. Mais là, vous m'avez mis. Le panier, ça va, c'est qu'il est. On sait que vous aimez aussi le foot. Bon. Ah non, mais me faites pas. Vous avez joué à saut, basket. Bon, pas mal. Ouais, ça va. Allez. Mais moi, j'aime bien le foot. Encore un petit. Ouais, vous êtes polyvalent, hein. Bon, allez. Il y a des similitudes entre le sport et la cuisine. Oui. La performance, l'exploit. Le combat aussi, il y a un truc. Justement, Michael Jordan, il était vachement dans un. Il était venu à nulle part ailleurs à l'époque. Il avait dit cette phrase. Il avait dit en théorie, toutes les équipes peuvent perdre, mais moi, je ne vais pas perdre. Et moi, j'avais 17 ans dans ma tête. Je me suis dit, wow, de quoi il parle là? C'est-à-dire que lui, il ne va pas perdre, mais comment il peut savoir qu'il ne va pas perdre? Il y a quelque chose comme ça dans le sport et mon père m'a vachement inculqué ça. Nous, par exemple, quand on perdait au tennis, on n'avait limite pas le droit de manger à table le soir. C'était. Il y a une punition, si on avait le droit. Derrière. C'était chaud.